Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé l'Agence nationale de la formation technique et professionnelle, Agence TechWin. Notre pays et l'Union européenne signent un accord de financement destiné à financer les projets de la ligne électrique haute tension entre Nouakchott et Kifa. La ministre de la Fonction publique et du Travail installe le comité mixte chargé de préparer la convention collective de travail. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et ravi de vous retrouver ce soir. D'abord, le courrier du président de la République avant de passer au développement du titre. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani a félicité dans un message son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad El Thani, émir de Qatar, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État lui a exprimé sa volonté de poursuivre les efforts en vue de renforcer le développement des relations de coopération existantes entre leurs deux pays dans l'intérêt des deux pays frères. Le président de la République a en revanche reçu les félicitations de nombre de ses pairs et celles qui lui ont adressées des chefs de gouvernement ainsi que de hauts responsables d'organisations régionales et internationales à l'occasion de la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Ces messages qui reflètent la considération et l'estime dont jouit notre pays sur la scène internationale. Venons-en maintenant au Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi sous la présidence de Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public à caractère administratif dénommé l'Agence nationale de la formation technique et professionnelle, Agence TechWin. Cette agence se veut un instrument agile, performant et autonome, capable de transformer le paysage de la formation professionnelle. Le modèle proposé s'appuie sur les meilleures pratiques internationales et régionales en matière de gouvernance de la formation technique et professionnelle en mettant l'accent sur une distinction claire entre le rôle stratégique et régulateur du ministère et le rôle opérationnel et technique de l'agence. Sa mission principale consiste à la mise en œuvre opérationnelle de la politique du gouvernement en matière de formation technique et professionnelle. Ce projet de décret vise à établir le cadre organisationnel et institutionnel de l'agence et définit les modalités de dissolution de l'Institut national pour la promotion de la formation technique et professionnelle, INAP-FTP. L'agence remplacera ainsi l'INAP-FTP dans tous ses droits et obligations, héritant de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, de ses droits et obligations, reprenant le contrat, accord et engagement existant de l'Institut. Ce projet de décret fixe les modalités de gestion et de fonctionnement du fonds de la formation technique et professionnelle géré par l'INAP-FTP qui relèvera désormais de l'agence. Il fixe les règles d'autonomie des établissements publics de la formation technique et professionnelle sous tutelle du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers qui seront désormais sous la tutelle de l'agence. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier national. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Néma. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier de Kifa.
projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier des Zouerat, projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 au contrat d'exploitation-production relatif au bloc Banda et Tavet du bassin côtier signé le 5 décembre 2025 entre l'État mauritanien et la société GoGaz Holding FZ2. Conscient de l'importance de la promotion du potentiel pétrolier de notre offshore, notamment durant la conjoncture internationale actuelle marquée par la baisse des activités d'exploration, afin de préserver l'attractivité du secteur et de sécuriser la poursuite des investissements dans ce projet stratégique, le Conseil des ministres, lors de sa séance du 3 décembre 2025, a approuvé la signature de l'annexe numéro 1 qui stipule la prolongation de la période d'exploration. Aussi, l'édit avenant a été signé le 5 décembre 2025. Ce projet de décret vise par conséquent à ratifier l'avenant numéro 1 au contrat d'exploration et de production de blocs Banda et Tevet du bassin côtier. Par ailleurs, à la lumière des résultats de la visite de travail effectuée par son Excellence, Monsieur le Président de la République dans la wilaya de Lassaba le vendredi 12 et dimanche 14 décembre 2025, le Conseil des ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya pour leur mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à son Excellence, Monsieur le Président de la République et sa délégation lors de cette importante visite au cours de laquelle il a supervisé le lancement de plusieurs projets dans le cadre des activités commémorant le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance de notre pays, à savoir couverture des zones frontalières d'Indiago et Mbek-Tlahouach en service de communication, de télécommunications mobiles, DG et 4G, inauguration des 4 tronçons routiers, la route Louaynat-Timbedra, la route Tintan-Ayoun, la route Ndjouk-Kifa et la route Aleg-Maktal-Ahjar. La pose de la première pierre du système d'approvisionnement en eau potable destiné à acheminer l'eau du fleuve Sénégal jusqu'à Kifa, ainsi que les villes et villages situés le long de la ligne Gouraï-Kifa, ce qui permettra d'assurer l'accès à l'eau potable pour plus de 180 000 personnes. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local par intérim, a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a présenté les 2 communications suivantes. Communication présentant les résultats du diagnostic du secteur des affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le présent diagnostic a pour but d'effectuer une évaluation analytique et critique de la situation actuelle du secteur et vise à identifier de manière exhaustive ses forces structurelles et ses faiblesses opérationnelles ainsi que les facteurs organisationnels qui entravent la pleine performance du département. Ce diagnostic débouche sur des recommandations pratiques et des orientations stratégiques destinées à mobiliser la gouvernance du secteur et à impulser une nouvelle dynamique dans tous ces domaines d'intervention. L'analyse a porté sur les volets suivants: les missions et responsabilités du secteur, la performance du secteur, l'organisation du pèlerinage Hajj et la structure organisationnelle du ministère. Enfin, il convient de souligner que cette vision réformatrice représente une feuille de route claire pour transformer le secteur d'un simple gestionnaire des affaires courantes en un facteur véritable du développement intégré. Elle vise à lui permettre de remplir pleinement son rôle de garant de l'identité nationale, de levier pour la sécurité spirituelle et de contribuer effectif au développement humain durable. Communication relative à l'organisation du pèlerinage pour l'année 1947-2026. Cette communication présente une proposition concernant la préparation et l'organisation de la saison du Hajj 2026. Cette proposition englobe les phases de préparation et de mise en œuvre, les questions administratives et financières et les mécanismes d'encadrement du processus du Hajj. L'organisation du Hajj, bien qu'elle soit, de par sa nature et son ampleur, est une opération complexe malgré les améliorations apportées à l'ensemble du processus. Il a toujours fallu chercher à trouver des solutions à certains des problèmes susmentionnés ou du moins d'en atténuer l'impact et d'arriver à développer des mécanismes organisationnels du Hajj. Dans ce contexte, les mesures suivantes ont été adoptées.
Numérisation complète du processus de Hajj 2026 avec un système relié numériquement à la plateforme Khadamati. Les pèlerins pourront ainsi accéder à leurs informations, verser le montant dû au trésor, authentifier leur engagement, faire photocopier leur passeport et télécharger leur visa depuis la plateforme. Réduction générale des coûts. Dans ce contexte, les efforts seront déployés pour tirer parti de la multiplication des établissements de tawaf et de la concurrence encouragée par les autorités saoudiennes entre ces établissements. Il en résultera une réduction des prix compétitifs de 864 rials, soit environ 22% du prix précédent, auprès du même établissement qui assure ce service depuis la création du Hajj dans le pays. Pour la même raison, les coûts de transport sur place ont également diminué de 86,75 rials, soit environ 6% du coût du contrat de transport. Tenant compte de ces données, le coût total du Hajj cette année a diminué de 7 627 MRU selon les taux d'échange des deux principales devises, dollar américain et rial saoudien, qui sont respectivement de 40,2 et 10,8 MRU. Il est proposé à titre urgent de démarrer tôt la saison du Hajj dans les années à venir. Cela va pouvoir garantir le respect du calendrier fixé par les autorités du Hajj qui exigent que les préparatifs de la saison débutent immédiatement après la fin de la précédente. Je vous l'annonçais dans le titre, notre pays et l'Union européenne ont signé aujourd'hui à Nouakchott un accord de financement destiné à soutenir le projet de lignes de transport d'électricité à haute tension reliant les villes de Nouakchott et de Kifa. Ce financement s'inscrit dans le cadre du soutien apporté aux efforts nationaux visant à développer le secteur de l'électricité en renforçant les capacités de transport et en améliorant l'efficacité du réseau électrique national. Les détails avec Bokar Bailaba. 34,32 millions d'euros. C'est le montant d'un accord de subvention signé entre la Mauritanie et l'Union européenne à travers la Banque européenne d'investissement. Objectif : financer la réalisation d'une lutte de haute tension de 600 km entre Nouakchott et Kifa et la pose de plusieurs postes de distribution le long de la ligne. Et à cette occasion, le ministre des Affaires économiques et du Développement, Abdoulaye Souleymane Cheikh Sidiye, a déclaré que l'État mauritanien vise à réduire le coût de l'approvisionnement en électricité et la dépendance vis-à-vis des prix du pétrole. Autre objectif, stimuler le développement économique, notamment dans les régions où vit la moitié de la population. Et il a précisé que le projet s'aligne sur plusieurs politiques et engagements nationaux allant de l'énergie à la croissance économique. Pour l'Union européenne, ce projet permettra d'améliorer l'accès à l'électricité au profit des populations locales. Avec la construction des 587 km de lignes à haute tension, l'extension et la modernisation de plusieurs postes électriques et la mise en place d'un ambitieux programme d'électrification rurale, ces projets représentent bien davantage qu'une infrastructure. Il s'agit d'un investissement structurant qui permettra d'élargir l'accès à l'électricité, notamment dans les zones rurales où les taux d'accès aujourd'hui ne dépassent les 17%, d'améliorer la sécurité et la qualité de l'approvisionnement pour des centaines de milliers de Mauritaniens, de préparer l'intégration accrue des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, qui sera demain l'un des moteurs de la croissance mauritanienne, de réduire les coûts de production électrique, encore fortement dépendants des générateurs thermiques coûteux et polluants, et de créer des emplois directs et indirects et de renforcer les capacités nationales dans la gestion des projets énergétiques complexes. Pour la Banque européenne d'investissement, ce projet est stratégique à bien des égards pour la Mauritanie. Ce projet n'est pas seulement une ligne de transport. C'est une colonne vertébrale qui structurera l'extension du réseau, l'intégration de centrales solaires et la création d'un véritable marché d'électricité au niveau régional à terme. En augmentant la capacité d'évacuation et la flexibilité du système, il prépare la Mauritanie à accueillir davantage d'investissements privés dans les renouvelables et demain à mieux valoriser son potentiel énergétique dans un cadre d'échange transfrontalier. Pour rappel, cette opération représente la première phase structurante d'un plus vaste projet
de renforcement du réseau national afin de favoriser l'interconnexion d'électricité avec les pays voisins. La ministre de la Fonction publique et du Travail, Mariam Bouidjel Houmed, a supervisé ce mercredi l'installation du comité mixte comprenant le gouvernement, les employeurs et les représentants des syndicats dans le but de préparer une nouvelle convention collective de travail pour remplacer la convention collective signée le 13 février 1974. La ministre a affirmé que la mise en place aujourd'hui de la commission mixte s'inscrit dans le cadre d'une vision globale visant à moderniser les cadres juridiques et réglementaires des relations de travail et à l'adopter aux dispositions de la Constitution, au Code du travail et des accords internationaux ratifiés par notre pays, notamment les accords de l'Organisation internationale du travail. Elle a souligné que le département s'attend à ce que cette convention collective soit un outil efficace pour promouvoir le travail, améliorer les conditions du travail, assurer la protection collective et consolider les principes d'équité, d'égalité et de non-discrimination tout en tenant compte des spécificités de l'économie nationale, des capacités de ces institutions et de la nécessité d'encourager l'investissement et de créer des opportunités d'emploi pour les jeunes et les femmes. C'est fait, la Somelec est désormais connectée au portail gouvernemental Mes Services. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, accompagné de son collègue de l'énergie et du pétrole, a supervisé ce mercredi l'entrée en fonction des services de la Société mauritanienne d'électricité dans le portail du gouvernement. Alors, quel avantage offrent ces services aux clients de la Somelec? Élément de réponse avec Maïmounalo. Faciliter l'accès aux services et transactions électroniques liées aux abonnements, notamment la consultation des factures et l'accès aux services à distance, sans avoir à se déplacer dans les agences. Tel est l'objectif de cette inauguration au siège de la Société mauritanienne d'électricité. Dans son allocution, le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Ould Khaled, a expliqué que les services de la Société mauritanienne d'électricité sont désormais accessibles via le portail Mes Services. Soulignant que les citoyens peuvent désormais y accéder intégralement en ligne, il a ajouté que le projet a été développé par le ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration avec le soutien financier de l'Agence allemande de coopération internationale GIZ. Une simulation a permis de démontrer le lancement des services de la Société mauritanienne d'électricité et leurs intégrations au portail Mes Services. Place maintenant à notre fenêtre sur le Festival des villes du patrimoine dont la ville millénaire de Ouadane s'apprête à accueillir ce vendredi la 14e édition. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement est déjà sur place à Ouadane. Hussein Wilmedou, accompagné des autorités régionales, a effectué quelques visites de terrain pour constater d'abord les niveaux de préparation au niveau de la tribune et des sites d'hébergement des hôtes de la 14e édition du Festival des villes du patrimoine. Les ministres et sa délégation se sont ensuite rendus sur le site qui abritera la course des chameaux, considérée comme l'une des compétitions traditionnelles phares de ce festival. Le ministre s'est aussi rendu au village du patrimoine et de la culture, lequel est un espace qui reflète le patrimoine civilisationnel de la ville de Ouadane et qui renferme divers stands. La délégation a enfin visité le musée du village qui renferme des modèles des villes historiques du pays. Le Festival des villes du patrimoine joint l'utile à l'agréable. Au-delà de son aspect culturel, il est aussi l'occasion pour les services de l'État de lancer des projets socio-économiques au profit des couches vulnérables. C'est dans ce cadre que s'inscrit le lancement du volet développement intégré au profit de la municipalité d'Ouadane, initié par la délégation générale pour la lutte pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Tazour, qui comprend plusieurs composantes. Récit de Fatima Tadé. Plusieurs projets de développement viennent d'être lancés pour dynamiser l'économie locale et améliorer les conditions de vie des habitants. D'un coût global de plus de 146 millions de guillas, ces initiatives visent à accélérer le développement de cette ville historique. Les projets couvrent plusieurs secteurs. Ils comprennent notamment l'équipement, l'ameublement de l'ancienne mosquée, l'installation d'un système d'énergie solaire dans la ville ancienne, la fourniture de matériel sportif aux clubs locaux, ainsi que la création des commerces de proximité.
Le programme prévoit également la mise en place de 3 moulins à grains et la construction d'un complexe commercial composé de 4 unités. À cela s'ajoute le financement de projets communautaires, parmi lesquels une unité de transformation des produits céréaliers, un abattoir moderne, un marché aux poissons, ainsi que l'acquisition d'articles ménagers destinés aux magasins de meubles de l'Union des coopératives féminines de Ouadane. Le délégué général de Tazour, Sidi Moulay Zeyn, a précisé que ce volet inclut également l'acquisition de 500 bouteilles de gaz au profit des coopératives féminines, ainsi que l'achat d'un camion de 5 tonnes destiné au transport et au remplissage de ces bouteilles. Il a également indiqué que le programme de solidarité prévoit l'octroi d'une aide financière à 400 familles nécessiteuses de la Mourata, appelant les bénéficiaires à préserver, bien gérer et développer ces projets pour assurer la pérennité. De son côté, le maire d'Ouadane a salué l'organisation de cet événement, mettant en avant le rôle de Tazour dans le soutien au développement local. Enfin, la présidente de l'association des coopératives féminines s'est félicitée de la fourniture de matériel agricole, estimant que cette initiative contribuera au renforcement de la justice sociale et à la stabilité de la communauté. L'intervention du commissariat à la sécurité alimentaire à Ouadane a consisté au lancement d'un ensemble d'interventions sociales qui nous décline notre envoyé spécial, Baba Karnam. Dans le cadre du volet développemental accompagnant la 4e édition du Festival des cités du patrimoine, le commissariat à la sécurité alimentaire a mis en œuvre une série d'actions sociales au profit des populations de la ville de Ouadane, bénéficiant directement à 500 familles. Ces interventions ont porté sur la distribution de plus de 57 tonnes de denrées alimentaires de base, notamment le riz, le blé, le sucre et l'huile de cuisson. Elles ont également inclus le financement de 10 activités génératrices de revenus pour un montant global de 5 millions d'anciennes ouguiya en appui à l'autonomisation économique locale. La municipalité de Ouadane a salué ces initiatives, les qualifiant d'importantes pour le renforcement de la résilience des populations et la satisfaction de leurs besoins essentiels. Le programme a par ailleurs compris la fourniture de 4000 mètres de clôture destinés à la protection des oasis, le soutien aux actions de salubrité à travers le programme Vivre contre travail, avec la mise à disposition de 20 tonnes de blé, ainsi que l'équipement d'un camp d'hébergement afin d'assurer des conditions d'accueil décentes aux visiteurs du festival. Ces actions traduisent la volonté des autorités de faire du festival des cités du patrimoine un levier de développement local en transformant un événement culturel et réalisation concrète au service des populations et de l'amélioration de leurs conditions de vie. Babacar Nam, Al-Mauritania, Ouadane. Et c'est ainsi que s'est referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, les rappels des principaux titres. Le Conseil des ministres adopte un projet de décret portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé l'Agence nationale de la formation technique et professionnelle, Agence Techwin. Notre pays et l'Union européenne signent un accord de financement destiné à financer le projet de la ligne électrique haute tension entre Nouakchott et Kifa. La ministre de la Fonction publique et du Travail installe le comité mixte chargé de préparer la convention collective des travailleurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de soirée.